Continent africain, l'Afrique, le berceau de l'humanité, ce continent qui inspire beaucoup d'écrivains. Donc pourrait-on revenir un peu sur la place de la littérature africaine dans le monde en général et en Algérie en particulier? Je commence par vous, monsieur Jean-Claude Nabin. Donc est-ce qu'on pourrait avoir votre avis là-dessus? Bon, je dirais que la littérature africaine, de façon générale, a sa place dans le monde, à côté de toutes les autres littératures, à ces grands noms, de Senghor à François Nkeme, je pourrais le dire, d'accord, et que donc c'est une littérature qui a ses lettres de noblesse, c'est une littérature qui a sa place dans le monde. Ceci dit, ce dont on parlera peut-être aussi plus tard, c'est la question de la production et de la diffusion et de la circulation du livre, voilà, sur le continent. J'aimerais vous revenir un peu sur la place du livre africain ici dans le SILA, étant donné que depuis 2009, donc il y a un espace, l'Esprit Panaf, qui s'intéresse aux livres du continent noir, ici en Algérie. Allez-y, je vais leur poser la même question. Je dirais ce que je pars du constat que j'ai fait. C'est la troisième fois que je suis sur le Salon international du livre d'Alger, oui, et sur l'espace de l'Esprit Panaf. Et oui, ce que je constate, c'est un engouement croissant du public algérois, mais certainement algérien pour la littérature africaine, comme on dit traditionnellement au sud du Sahara. L'intérêt, il est visible, il est manifeste. Très bien. Monsieur Philippe Pongo? Mais, quel est l'apport tout d'abord de la littérature africaine au monde de la littérature en général? Je peux supposer que les auteurs de toutes les géographies de ce monde traduisent en mots ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent au quotidien dans leur espace qui leur est propre. Alors nous sommes africains, donc de toute évidence, notre écriture va être imprégnée de ce qu'est l'Afrique. Il n'y a que nous qui véritablement, je pense, pouvons apporter au reste de l'humanité un témoignage 100% africain et vraiment assez original. Je ne veux pas dire forcément que dans nos écrits, il ne sera question que de girafes ou de lions dans la forêt ou dans la savane, mais ça va être notre vision. C'est notre vision du monde tel qu'il a été, tel qu'il est et tel qu'il sera. Alors, ce que nous apporterons, c'est cette fraîcheur qui est très africaine, de la même manière que dans le monde de la musique, l'Afrique apporte quelque chose de purement africain. Voilà ce que nous sommes. C'est une identité vraiment propre à l'Afrique. Et comme l'a dit Jean-Claude, cette aventure littéraire africaine a commencé par certains de nos devanciers qui sont très connus sur la place mondiale. Maintenant, pour ce qui est du SILA lui-même en tant que tel, oui, moi je suis à ma première participation. Alors, c'est toute une découverte. Honnêtement, bon, je ne connaissais pas l'Algérie, je ne suis jamais venu en Algérie, mais j'ai le nom Algérie qui trottait dans ma tête depuis le lycée, oui, où j'ai appris ma leçon d'histoire sur la guerre d'Algérie, les dates comme le 1er novembre 54, vraiment ça signifie beaucoup. Et vous avez eu l'occasion de vivre cette date ici? Exactement, même j'ai atterri ici le jour du 60e anniversaire. C'était tout un hasard. Dans l'avion, je récitais ma leçon d'histoire d'Algérie de l'époque. Alors, que ce soit l'Algérie qui nous permette à nous, éditeurs ou auteurs africains, de nous retrouver ici, c'est une très belle chose parce que vous voyez, on n'a pas toujours l'occasion de le faire chez nous-mêmes. Et que ce soit l'Algérie qui permette justement de réunir tous ces auteurs, tous ces éditeurs, toutes ces maisons d'édition sous un même toit dénommé l'Esprit Panaf, vraiment c'est une très très belle initiative. En tout cas, chapeau et merci pour cela. Merci à vous. On va s'adresser à présent à monsieur François Nkime qui est un petit peu un habitué du SILA. Vous avez participé à plusieurs reprises. Donc je vous repose la même question. Pour vous, quelle est la place de la littérature africaine dans le monde et ici même au SILA en Algérie? Je vais dire que, comme tu le dis, bon, c'est avec un réel plaisir que je reviens à Alger. Comme Jean-Claude aussi, nous sommes un peu les habitués. C'est la troisième fois que je reviens. Et dans la place de la littérature africaine, j'ai vu un réel intérêt. Bon, des classiques qui sont les plus connus, Mongo Betty, Kamaralai, Cheikh Hamidou Khan,
et tous les autres. Donc il y a un réel intérêt du public algérien qui veut découvrir ces classiques-là. Et on peut dire déjà que, comme le disait M. Pango, la littérature africaine se porte très bien. Les auteurs africains, ils sont parmi les meilleurs au monde. On n'a pas besoin de mentir pour le dire. Maintenant, en ce qui est de l'intérêt même du public algérien, je dirais que c'est un intérêt que j'ai ressenti chaque fois. Jean-Claude ou moi, si on avait été dessus, tu peux être sûr qu'on ne serait pas revenu. Mais chaque fois, c'est avec plaisir qu'on revient à Alger. Et j'ai dit que ceux qui ne sont pas venus, on tord un peu jusque-là, parce que les livres sont en train de s'épuiser rapidement. Voilà, les ouvrages sont en train de s'épuiser rapidement. Et donc, la plupart des éditeurs ont dépassé largement en 4 ou 5 jours la moitié de leur stock. Donc, ce qui démontre encore une fois de la soif du public algérien, algérois de consommer cette littérature au sud du Sahara qui parle à la même Afrique, parce qu'il faut avouer que autant notre littérature là parle, autant la littérature des auteurs algériens devrait parler à nos peuples. Donc il y a autant de ponts que nous devons bâtir ensemble. Très bien. Donc, je voudrais parler du livre chez vous, dans votre pays. Vous venez du Cameroun. Quelle est justement la place qu'occupe le livre en général, la littérature au Cameroun? Et quels sont les moyens qui... Oui, ce serait un regard un peu, un peu biaisé, je dirais, pour moi, de ma part, parce que autant nous avons de très bons auteurs au Cameroun, autant l'industrie du livre souffre d'étranges problèmes, dont le principal, vous avez dit qu'on l'aborderait tout à l'heure, c'est celui de la diffusion et de la distribution. Voilà. Pourtant, on a des maisons d'édition, on a des auteurs de renom, mais le livre ne circule pas très bien. Et donc, c'est le Salon du livre de Yaoundé, nous sommes en train de travailler dessus, année à cette première édition. Et on comprend très bien que par rapport à Alger, nous avons beaucoup de choses à apprendre. Déjà, une délégation du ministère de la culture du Cameroun va arriver d'ici pour continuer à apprendre. C'était déjà l'année prochaine. Et donc, je suis sûr que c'est pour bâtir, essayer d'avoir toute l'expérience, toute l'expertise d'ici et relancer un peu la consommation du livre et tout ce qui est l'industrie culturelle en matière de livres qui a un peu des lacunes dans nos pays. En Côte d'Ivoire, Monsieur Pango? Bon, en Côte d'Ivoire, vous savez, une question que j'ai posée ici quand je suis arrivé, j'ai demandé, mais vous êtes combien d'habitants en Algérie? On m'a dit que vous étiez 30 et quelques millions, je crois, d'habitants. Et pour 30 et quelques millions, pour 40 millions d'habitants, pour 40 millions d'habitants, vous réussissez à organiser un salon du livre qui draine 1,3 million de visiteurs. Ok, donc c'est quoi? C'est 5%, en tout cas c'est un bon pourcentage, un très très bon pourcentage. Nous avons des salons du livre certainement dans chacun de nos États en Afrique subsaharienne, mais je crois qu'on ne réussit pas à atteindre le ratio de visiteurs que vous réussissez à drainer ici. Ça veut dire que l'Algérien lit beaucoup plus que l'Ivoirien. Okay? Donc on a cette pente-là à gravir pour que chez nous, des gens aient le réflexe d'acheter comme cadeau de Noël à leurs enfants un livre, plutôt qu'un téléphone, plutôt qu'un Game Boy. Vous voyez? Donc on a cette pente-là vraiment à gravir, en espérant qu'un jour, nos éditeurs pourront diffuser de manière massive, parce qu'il y aura une demande massive en arrière. Je crois que la demande aujourd'hui, en tout cas c'est un secret de polichinelle, hein, je ne sais pas quel est le cas au Cameroun ou au Burkina Faso, mais en Côte d'Ivoire, beaucoup d'éditeurs vivent ou survivent à cause de la production scolaire. C'est la production scolaire, les livrets scolaires, les manuels scolaires et tout cela. Mais la lecture, ce plaisir qu'on a de feuilleter un roman et puis voilà, de voyager. Pourquoi selon vous, est-ce que le livre est cher ou n'est pas disponible sur le marché? Ça, je crois que nos amis éditeurs ici sur la table auront de meilleures réponses que moi-même. C'est les experts pour ce qui est de la fabrication du livre et de sa commercialisation. C'est une question que je réserve pour nos autres intervenants tout à l'heure, mais pour le moment, est-ce qu'on peut avoir une idée de la place du livre au Burkina Faso? Oui, je peux dire que ce que mes devanciers ont dit se répète au Burkina, ou reflète bien, exprime bien la situation au Burkina. Il semble y avoir relativement peu de lecteurs. On pourra maintenant aller chercher les raisons, d'accord. Mais comme le disait Philippe tout à l'heure, le principe de la lecture plaisir, c'est ce principe qui n'est pas développé. Les raisons, je peux dire, sont évidentes, mais nous en parlerons tout à l'heure. D'accord.
On en parle. Oui, ou alors on commence. Quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition pour diffuser le livre, puisque c'est le problème fondamental, je pense. Bon, peut-être faudrait-il commencer par la production avant de parler de la diffusion. Pour ce qui est de la production, on va dire que les moyens de production sont plus que limités. Vous savez qu'aucun de nos pays ne produit ni les machines d'imprimerie, ni l'encre, ni le papier. Vous avez les auteurs qui proposent beaucoup de choses. Oui, pour ça, on ne peut pas se plaindre de différentes qualités, de différentes factures, mais les auteurs, il y en a. Et il faut dire aussi, le public, il est là. Mais c'est un public, je peux dire, qui dès le départ est comme sélectionné dans la mesure où dans un pays comme le Burkina, 17 millions d'habitants, nous avons une population, disons, alphabétisée ou scolarisée de peut-être 20% dans le meilleur des cas, et scolarisée en français. Ça fait donc que le potentiel de lecteur est déjà sélectionné d'avance par la langue et par le système scolaire. Mais on pourra aller encore plus en détail. Et donc vous faites comment pour promouvoir un auteur, le diffuser? Comment ça se passe à votre niveau, étant donné que vous êtes éditeur? Oui, ça se passe dans des conditions relativement difficiles. On commence par les tirages qui sont, disons, d'abord par le financement de l'édition qui est déjà difficile. Quand on n'a pas de subvention, il faut parfois demander à l'auteur de contribuer soit totalement, soit partiellement, ce qui, pour l'éthique de l'éditeur, déjà pose un problème parce que la conception de la maison d'édition Sankofa, c'est de dire, et ce n'est pas la seule maison d'édition qui a cette conception, c'est de dire que l'apport de l'auteur, c'est son apport intellectuel. Tout le reste devrait venir de l'éditeur. Mais quand l'éditeur n'a pas le choix, qu'est-ce qu'il fait? C'est donc se retourner vers l'auteur, ce qui rend donc la production relativement difficile. Bon, puis vient la production dans sa qualité. Nous avons été, comment dirais-je, étonnés, pour ne pas dire choqués, de voir le rapport qu'il y a entre le prix du livre en Algérie et la qualité. D'accord, à qualité très haute, nous avons un prix relativement bas, ce dont nous ne pouvons pas rêver pour l'instant dans nos pays respectifs. Je me permets de parler pour les autres. Donc ça veut dire que pour ce qui est de la production aussi, il y a un certain problème. Nous avons de bons imprimeurs, mais certainement du fait de la cherté des intrants, des machines, etc., ça fait que le prix de revient du livre est relativement élevé. Donc s'il est élevé pour l'éditeur, il sera forcément élevé pour le lecteur, pour l'acheteur, surtout que nos tirages sont obligatoirement relativement réduits. Moi, je ne fais pas de tirage de plus de 1000 exemplaires, alors que c'est connu la règle en édition, plus vous tirez et moins le prix à l'unité est bas. Très bien. Monsieur François Nkimé, donc concernant l'édition au Cameroun. Tout à fait. Vous avez bien dit que les entreprises d'édition qui arrivent à sa sortie sont celles qui font dans le scolaire, parce que là c'est un marché stable. Mais il faut avouer qu'entre nous, l'édition scolaire, c'est pas celle qui porte la culture. Voilà, un enfant qui sort de l'école après n'avoir lu que des ouvrages scolaires, excusez-moi le mot, il est un peu cancre. Voilà, la vraie édition, c'est celle que font des maisons indépendantes qui doivent produire des ouvrages, des auteurs et qui portent la culture. Et malheureusement, nous avons les mêmes problèmes. C'est vrai, la pratique du compte d'auteur existe. Et parfois, comme le dit Jean-Claude, que faire lorsqu'on n'a pas les moyens? Et les moyens, ils sont difficiles parce que le livre coûte cher. Le livre coûte cher, pourquoi? Parce que les accords de Florence, et Jean-Claude en a parlé un peu, c'est-à-dire toutes ces taxes sur les intrants qui font que le papier coûte cher, les machines qui produisent coûtent cher. Parlant particulièrement du papier, nous sommes des pays d'Afrique centrale où il y a du bois, mais malheureusement, aucun d'entre nous ne produit du papier. Et donc le papier importé, et à lui seul, il vaut 40 à 50% du coût de fabrication du livre. Ce qui fait que vous voyez bien que ce papier importé qui s'en va et qui revient porte toutes ces taxes-là. Et le coût du livre, le livre devient... Donc les auteurs sont là, c'est les moyens qui manquent. Voilà. Oui, les moyens manquent, c'est vrai, mais il manque aussi et surtout la volonté politique, encore une fois, de mettre en avant la culture et la culture du livre. Tout à fait.
Les journalistes, par exemple, sont très vite subventionnés dans nos pays, sont très vite soutenus, aussi bien par l'État que par des intervenants extérieurs. Mais étrangement, on ne voit pas le même engagement pour le livre, alors que disons le savoir par le livre est un savoir qui, lui, n'est pas journalier, n'est pas quotidien. C'est un savoir qui est plus pérenne. Donc c'est une question de moyens d'un continent africain par rapport à l'édition, à la diffusion du livre. Il y a monsieur Tango. Oui, en fait, je voulais juste rajouter un petit point, c'est-à-dire que c'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de temps. Quand justement on fait allusion au fait qu'une large proportion de la population n'est pas alphabétisée, donc ne sait pas lire du tout. Oui. Vous donc ça pose un problème au niveau tous les moyens que vous voudrez, il va falloir attendre que graduellement le lectorat est réel s'épaissit jusqu'à ce qu'il y ait une masse d'acheteurs potentiels de bouquins. Et ça, donc, c'est à la fois des moyens. Il y a une certaine frange de la société qui s'intéresse aux livres. Oui, mais pour cela, il faudra qu'elle commence par savoir lire et écrire. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et donc, la solution, elle est à la fois par la mise à disposition de moyens à nos amis éditeurs et tout ça, mais c'est aussi à l'alphabétisation de manière générale. Le développement du système scolaire aura un impact sur le lectorat de manière générale. Moi, je suis mon background, c'est vraiment les sciences et technologies. Et puis, dans le temps, en tout cas, quand moi j'entrais à l'université, c'est un peu comme si dans la conscience collective de mon pays, on vous regardait avec de grands yeux admiratifs. Si vous aviez fait un bac C, série scientifique, maths et technologie, et par contre, si vous alliez en droit à l'université, la société vous regardait, vous disait non, vous n'êtes pas aussi calé que celui qui a fait sciences et technologie. Alors aujourd'hui, il m'a fallu plus de 20-25 ans pour remettre un peu les pendules à l'heure et comprendre qu'il y a autant de valeurs dans l'un comme dans l'autre, et il y a autant de richesses dans l'un comme dans l'autre. Les sciences et technologies n'invitent pas le citoyen à lire. Elle n'invite pas le citoyen. Elle ne contribue en rien à faire du citoyen quelqu'un qui ouvre son esprit à l'extérieur, qui voyage, et voilà. Elle n'étend pas son univers. Par contre, les lettres, les sciences humaines et tout ce que vous pouvez citer, voilà la matière véritablement qui contribue à faire des gens des lecteurs. Alors il faudra que chez nous on fasse quelque peu la promotion de toutes ces... C'est là l'implication en tout cas du système éducatif pour arriver à des solutions. Donc chez les éditeurs, il y a une sélection de livres pour investir entre guillemets. Est-ce qu'il y a une sélection, il y a des thèmes spécifiques, spéciaux qu'on retrouve déjà dans vos maisons d'édition? Est-ce qu'il y a une sélection? Oui, déjà avant de revenir, avant d'avancer, je voulais revenir un peu et pour dire que la situation de l'alphabétisation est relative d'un pays à un autre. Peut-être qu'au Burkina, c'est comme ça, mais au Cameroun, on est un peu plus différent. largement alphabétisé. Mais les problèmes viennent justement de l'absence, comment je dis, d'une certaine, on dit les Camerounais, les Africains ne lisent pas, mais c'est parce qu'ils ne sont pas entraînés à lire. Il n'y a pas de bibliothèque scolaire, il n'y a pas de bibliothèque municipale. Et donc ça cause des problèmes parce que l'enfant, dès le bas âge, n'est pas porté vers le livre. Et si on n'est pas porté vers le livre, il n'y a pas de sensibilisation, en fait, il n'y a pas de... Voilà. Et si on n'est pas porté vers le livre, n'attendez pas qu'un temps adulte qu'il lise. Si on n'a pas lu enfant, parce que le lecteur, il se construit par chaîne. C'est un goût qui se développe. Voilà, il se construit par chaîne. Après, on passe aux bandes dessinées. Après, on passe à des romans simples avant de lire des livres. C'est les étapes qu'il faut franchir. Voilà. Si on n'a pas eu cette base-là, après, on aura beau investir et il n'y aura rien. C'est ça le problème. Et c'est ça la grosse difficulté. Maintenant, sur le plan thématique, personnellement, nous avons apporté beaucoup de romans qui se consomment très bien. Voilà. Aussi, on a constaté quand même un réel engouement pour des essais politiques. Des essais politiques qui parlent d'Afrique, l'histoire africaine, les conflits, le Darfour. Voilà, des ouvrages comme le Darfour qui parlent des conflits d'Afrique, ils sont bien consommés. Bon, un peu de poésie, comme partout dans les pays, la poésie est un peu le parent pauvre. Bon, il y a quelques initiés qui recherchent un peu des œuvres poétiques.
Ben, Jean-Claude, peut-être comme moi en tant qu'éditeur, on sait déjà un peu comment bâtir nos collections, c'est-à-dire comment faire nos bagages avant de venir. Et beaucoup de romans. Donc il y a des thèmes bien précis qu'il faut choisir pour prendre part au salon du livre d'Alger. C'est un peu sur commande. Voilà. Je dirais des ouvrages qui essaient de parler. On essaie d'éviter déjà tout ce qui est très local, voilà, tout ce qui est panafricain. Donc quelque chose qui pourrait intéresser les Algériens qui fréquentent ce salon. Tout à fait. Voilà. Et ce disant, il y a, comment dirais-je, il y a une rencontre de ce que nous pensons et de ce que les Algérois ou les Algériens désirent, puisque nous nous sommes rendus compte aussi qu'il y a un certain nombre de thèmes auxquels nous n'avions pas peut-être pensé de façon ciblée, qui trouvent un intérêt très grand. C'est par exemple la question du Mali, la question de la religion et de disons du rôle que joue la religion dans la politique de dans les politiques de nos pays respectifs. Et puis un certain nombre de, comment dirais-je, de thèmes d'ordre culturel qui apparemment dépassent le cadre purement local. Donc, pour ça, les Algériens semblent très ouverts et très curieux. Donc c'est à travers les rencontres qu'organise l'Esprit Panaf que vous avez fait un genre de sondage pour savoir ce que le public algérien désire voir au niveau du stand de Esprit Panaf pour que vous puissiez répondre justement à leurs demandes. C'est un peu ça? Absolument. Mais je dirais que s'il faut avancer un peu, il y a des classiques. C'est-à-dire, Mongo Betty, les auteurs classiques sont demandés. J'ai aussi constaté qu'il y a les études littéraires qui portent là sur la linguistique et tout ça. Tout ce qui porte sur la littérature, les études sont demandées. Il y a un réel besoin. Monsieur Pongo? Moi, juste une petite anecdote. Je constate qu'il y a une auteure justement de François qui est venue avec un roman qui s'intitule L'art de partager un mari. En 1 ou 2 jours, tous ces exemplaires se sont vendus. Donc ça dépend des thématiques. Voilà, parce que les Algériens ont sauté là-dessus, les Algériennes peut-être. Merci beaucoup d'avoir intervenu avec nous. Restez, notre compagnie en revient dans un tout petit moment, juste après un flash d'information. À vous les studios Radio Algérie International. Au cœur de l'art, présenté par Amel Alir sur Radio Algérie International. Merci d'être avec nous encore une fois sur les ondes de Radio Algérie International. Je rappelle que nous sommes avec vous jusqu'à 16h en direct du Salon du Livre d'Alger, une 19e édition qui s'annonce riche. Donc pour en parler justement, pour parler de la littérature africaine, nous avons en notre compagnie François Nkime qui est éditeur et auteur camerounais, Philippe Pongo qui est auteur qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoirien, et puis Jean-Claude Nabin, éditeur burkinabé. Merci d'être encore avec nous pour cette seconde partie d'Au cœur de l'art. Tout à l'heure on parlait de l'édition, de votre participation ici au Salon du Livre d'Alger, de votre expérience, des livres qui sont demandés ici à Alger. J'aimerais qu'on revienne un peu avec plus de détails sur cette participation et sur les livres qui sont présents ici à Alger, donc que les Algériens peuvent acquérir au niveau du stand Panaf, donc dédié à la littérature africaine. Monsieur Nkime. Voilà. Merci de me passer la parole. Donc on rappelle que vous venez du Cameroun et que vous participez pour la 3e fois ici à Alger. Voilà, c'est bien ça, je suis un habitué. Et donc, mon auteur, c'est Amal Amadou Dialé, Amal, et donc qui intervient, elle est intervenue il y a 2 ou 3 jours, parce que tous les auteurs font des conférences, donc elle est intervenue il y a 2 ou 3 jours. C'est ce qui est intéressant, en fait. Voilà. Et donc, ces 2 romans, c'était Walandela de partager un mari, qui est épuisé, et l'autre, c'était... comment ça s'appelle, la mangeuse d'âme, Missy Rijo, la mangeuse d'âme. Hollandais, ça parle là de polygamie. Voilà, c'est un Aladji qui, on dit chez nous LH parce qu'il est là, la mec qui a 4 épouses. Et donc, elle décrit ce que ressentent
ces femmes dans le foyer, les tensions qui y vivent. Et donc, pour résumer, c'est un peu comme s'il y avait le président de la République et les partis d'opposition. Et donc, la première s'entend avec la troisième, et la deuxième s'entend avec la quatrième. Donc, une opposition qui est fragmentée elle-même. Et l'autre, c'est Mystery Joe, la mangeuse d'âme. Et donc, ça parle des mariages précoces. Il s'agit d'une histoire d'une femme très belle qui s'est mariée. Et lorsqu'on se marie à 14 ans, à 15 ans, ça suppose qu'on n'a pas pu apprendre un métier, on n'a pas pu avoir une scolarité normale. Et donc, de mariage à mariage, elle se retrouve au soir de sa vie seule. Et forcément, lorsqu'une femme se retrouve dans nos villages seule, on se dit, c'est une sorcière, elle n'a pas d'enfant, elle est seule, elle n'a pas eu de moyens parce qu'elle n'a pas pu avoir une scolarité normale, elle n'a pas eu d'emploi, donc elle a été toute sa vie accrochée aux hommes qu'elle a aimés et qui pouvaient, dans ce système de mariage traditionnel, lui dire de partir d'un seul geste la main. Forcément, c'est elle la sorcière. Donc, on l'accuse de sorcellerie. Donc, mon auteur Ramal, qui est là présente, elle défend un peu c'est une écriture engagée vraiment. Donc, elle est revenue un peu sur la place de la femme dans la société camerounaise. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Monsieur Philippe Pongo, donc vous êtes auteur et vous venez avec un roman, Terminal. Exactement. Voilà. Exactement. Terminal, c'est périple d'un citoyen du monde. Le citoyen du monde, c'est ma première œuvre, ce qui fait que moi, je me considère un peu comme le petit poussé de l'esprit Panaf, du stand Panaf. Je suis tout humble devant ce panel d'auteurs qui sont à leur 4e, 5e parution et tout ça. C'est l'histoire d'un Africain. Qui habite un pays d'Afrique noire, un pays imaginaire, et qui est obligé de s'en aller, de fuir ce pays à cause de la guerre civile qui y sévit, et qui choisit de s'expatrier au Canada. Donc dans un monde qui est vraiment aux antipodes de son quotidien. Et là-bas au Canada, il vit encore des décennies et des décennies, et il est très vieux. Il est au soir de sa vie, il est mourant, et à ce moment-là, il se remémore cette Afrique qu'il a laissé, qu'il a abandonné depuis plus de 50 ans. Il se rappelle les endroits où il a appris à jouer au football, où il a grandi. Alors, de temps en temps aussi, il se remémore certains chapitres de sa vie qui se sont passés au Canada, que ça n'a pas été facile pour lui, qu'il a été un diplômé, mais dont on n'a pas reconnu la valeur des diplômes, diplômé chômeur, et ainsi de suite. Alors, il jongle constamment d'un chapitre à l'autre, il jongle entre deux mondes, l'Afrique, l'Occident, pour finalement se retrouver un peu perdu. Il se demande, mais quelle est mon identité réelle aujourd'hui? Qui suis-je? Est-ce que je peux véritablement m'appeler africain? Moi qui ai été le lâche des lâches, qui a fui cette misère chronique, qui a abandonné les miens là-bas, mais est-ce que je peux véritablement m'appeler canadien non plus, et qui se demande, mais sans blague, c'est pas vrai, on va pas m'enterrer sous 50 cm de neige, loin des miens, loin des pleurs des miens. Alors, c'est cette crise identitaire-là dont je me sers comme argument pour finalement démontrer que dans le monde entier, quelles que soient les sociétés, qu'on soit chez nous ou là-bas, l'homme reste le même. L'humain reste le même, avec ses joies, ses peines, ici ou ailleurs, c'est exactement la même chose. C'est pourquoi le sous-titre, c'est l'étrange périple d'un citoyen du monde. Étrange parce que mon personnage traverse des incongruités dues à chacune de ces sociétés. Dans son pays d'origine, c'est la guerre, tout aussi stupide que toutes les guerres qui ont ravagé notre continent. Et de l'autre côté, c'est des choix sociaux qu'ont fait la société d'accueil qu'il ne comprendra jamais à cause de ses origines africaines à lui aussi. Très bien. Alors, c'est un étrange périple en effet. Pourquoi avez-vous choisi cette thématique-là? Est-ce que vous êtes impliqué un peu dans ce roman-là? Est-ce que c'est un peu votre histoire? Non, ça c'est pas mon histoire, c'est sûr. J'ai vécu 20 ans au Canada, mais ce n'est pas mon histoire. Il y a peut-être un petit 2 ou 3% de moi là-dedans, mais c'est vraiment de l'imaginaire, quoi. C'est vraiment l'imaginaire. Je n'ai pas choisi une thématique. Dans le fond, c'est un parcours de circonstances qui m'ont amené à rédiger ce bouquin. J'étais, dans les débuts des années 90, j'étais étudiant au Canada et je me tapais 3 heures de transport en commun par jour. Métro, boulot, métro, autobus. Et je me suis mis à écrire des petites histoires courtes.
des petites histoires courtes. Et plus tard, je me suis dit, mais tiens, je vais mettre bout à bout ces petites histoires courtes et en faire une seule histoire. Alors le personnage de l'histoire courte numéro 1 est devenu celui de l'histoire courte numéro 2. Et petit à petit, il y a un fil conducteur. Donc j'ai racolé le tout comme ça. Ça fait un peu broche à foin. Et justement, la difficulté a consisté à faire de sorte que le lecteur ne s'en rende pas compte, justement, que c'était des petites histoires disparates. Et voilà, ça en a fait une histoire qui commence en Afrique, qui saute au Canada, qui retourne en Afrique et qui retourne au Canada, et ainsi de suite. Le temps est un élément avec lequel je joue beaucoup. Parce que le roman commence en 2054. Oui. En 2054, mon personnage est un vieillard. Et après, il revient en arrière. Il revient en 2002. Il raconte. Il revient même en 1967, l'année de sa naissance. Et voilà. Et tout cela le rapproche de plus en plus d'un point critique de son existence, d'où le titre Terminal. Est-ce que votre roman est sorti dans votre pays, au Canada? Et comment a-t-il été perçu? Au Canada, non. Pour l'instant, il a été publié en Côte d'Ivoire. Et mon éditeur, c'est les classiques ivoiriens. C'était publié seulement en Côte d'Ivoire. J'espère vraiment le faire lire par les Canadiens pour qu'ils voient un peu quelle vision, quelle vue moi j'ai de cette société dans laquelle j'ai baigné. Je ris un peu de tout, tant de l'Africain que du Canadien là-dedans. Ça, il faut le dire. Je ne suis tendre avec personne. Ni avec mon pays d'origine, ni avec ma terre d'accueil. Je ris de tous et de tout le monde là-dedans. Très bien, merci. Oui, merci beaucoup. Jean-Claude Nabin, donc on va revenir un peu sur votre participation et sur les auteurs que vous proposez, puisque vous êtes éditeur. Oui. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont présents dans le stand Panaf. Avant de parler de mon auteur, en fait, et de ses ouvrages, et des différents ouvrages. Qui devait être avec nous aujourd'hui. Il serait bon que l'on tire encore une fois le chapeau au concepteur de l'esprit Panaf. D'accord. Parce que dans la formule trouvée pour nous inviter, nous pouvons, en tant qu'éditeur, donc, apporter notre stock de livres. Dans nos bagages, nous avons un auteur à qui on demande de présenter un autre auteur africain. Donc c'est un autre auteur. Oui. Donc déjà, ça donne l'occasion de présenter un panorama très vaste de la littérature ou de la production littéraire africaine. Bon, ceci dit, pour cette année, je suis venu avec dans mes bagages je dirais de mon point de vue, jeune auteur de poésie et de théâtre. Elle fait aussi dans la nouvelle. Elle devait être avec nous. Mais essentiellement de... Elle est au stand d'Esprit Panaf, elle ne pouvait pas bouger. Panaf. On va parler un peu de ce qu'elle propose, de ce que vous proposez. Disons, l'ouvrage que je venais d'éditer d'elle traite d'un problème que l'on connaît bien, que l'on connaît beaucoup, qui est celui, qu'il en soit ainsi. L'immigration. Voilà, seulement en marge la migration. C'est une femme albinos. Oui, c'est celui-là qui présente. C'est une femme albinos. La problématique d'une femme albinos qui fuit son village, certaines réalités sociales et qui rencontre un autre marginal, je dirais. Lui, c'est plutôt la situation de la femme albinos en Afrique. Ce n'est pas disons la femme albinos, on dirait qu'elle est certainement doublement ostracisée, en ce sens que l'albinos est facilement vu comme l'objet nécessaire à certains rituels, comment dirait-on, sacrificiel, mystique, et que donc un albinos devient automatiquement la proie de tous ces appétits mystiques, etc. Donc, parallèlement, il y a donc le ça existe encore? Oui, ça existe. Jusqu'à maintenant? Ça existe bien malheureusement. Sûr. Au Cameroun, on dit les cheveux des albinos, là, lorsque tu les as, les pratiques peuvent te faire... on dit qu'ils sont maudits? Voilà. Dans certaines cultures africaines. Oui, on les considère comme maudits, oui, c'est tout juste. Et donc, il y a comme un commerce de parties ou d'organes d'albinos qui se développent ou qui se sont développés de façon parallèle, bien sûr, mais qui sont toujours présentes. Oui, ça c'est une réalité. Et donc c'est la mise en scène de la rencontre entre une jeune femme qui fuit devant ces atrocités sociales et d'un homme, on pourrait dire, qui s'est mis en marge de la société parce qu'il a été membre d'un mouvement rebelle qui l'a amené à commettre des atrocités, etc. et qui est en fuite aussi.
qui fuit sa société, qui fuit donc la poursuite par, disons, les autorités de son pays. Donc on va rappeler le nom de l'auteur. L'auteur s'appelle Sophie Heidi Kam, oui. Qui est aussi nouvelliste. Elle est nouvelliste également. Et poétesse. Et poétesse, exactement. D'accord. Il y a un recueil de poésie, je crois aussi, que vous proposez au niveau du stand Panaf. Oui, mais comment dire, je ne me parlerai pas de plumes qui ne sont pas miennes, puisque ce n'est pas moi qui ai produit ces recueils de poésie. Mais elle a commencé en fait elle a été connue d'abord comme poétesse avant de passer au théâtre et à la nouvelle. Une chose qu'on peut Congo, dire, oui. c'est que quelque chose qu'on met, en tout cas beaucoup des auteurs que moi j'ai côtoyés ici, c'est un engagement fort dans une cause, quelle qu'elle soit. Hein. Que ce soit Sophie avec la question des albinos et tout cela, ou que ce soit Amal avec la question de la condition féminine. Donc c'est toute la culture africaine qui est mise en avant pour faire connaître le cœur de l'Afrique. Exactement, Voilà. c'est des thèmes, c'est des choses que nous vivons, c'est des choses qui nous concernent. C'est pourquoi en début de programme, je disais, il n'y a pas mieux que les Africains pour décrire ce qui se passe en Afrique. Et c'est ce que nous faisons. Je constatais en tout cas que les auteurs autour de moi sont vraiment, vraiment engagés. Et encore une fois, pour saluer justement l'Esprit Panaf, Oui. ces conférences, débats qui ont lieu tous les après-midi, mais vous font découvrir au public d'Alger, en tout cas, des auteurs engagés qui ne font pas qu'écrire, mais qui ont des choses à dire. Et qui Donc ont il y a des choses thématiques à bien défendre. particulières qu'on développe durant ces rencontres. Ah oui. Et je suis fasciné par la foule de gens qui s'agglutinent autour de ces conférences et qui ensuite ont des questions précises à poser. On finit toujours en demandant aux gens de partir, hein, parce qu'on ne finit pas le débat. Il y a des questions par-dessus des questions. Et les auteurs, vraiment, en tout cas, se défendent. En tout cas, se défendent pas, mais défendent pratiquement tous une cause en particulier. D'accord. Donc on a fait un peu le tour de l'Esprit Panaf. On a parlé du livre, des problèmes que vous rencontrez au niveau de vos pays. Donc les problèmes d'édition, de la cherté des exemplaires, la cherté du livre, la cherté du papier. Il y a aussi un problème qu'on n'a pas exposé, peut-être une solution, le livre numérique qu'on retrouve sur le net, qui pourrait être peut-être une solution pour dépasser tous ces obstacles. Qu'en pensez-vous ? Effectivement, le livre numérique serait une solution parce qu'on s'est dit, bon, là, on n'aura plus le papier. Et donc, parce que le gros problème de l'édition en Afrique, c'est le cloisonnement des marchés. Du Gabon au Cameroun, peut-être que la vision est différente en Afrique de l'Ouest, où on passe plus facilement d'un pays à un autre. Mais en Afrique centrale, c'est très difficile. Donc, les gens n'arrivent pas à passer les frontières. Pour aller au Gabon, pour aller au Congo, c'est pas évident chez nous en Afrique centrale. Donc, peut-être avec une production numérique, la production numérique qui fera que le livre sera distribué partout instantanément, ça peut être une solution. Mais ça demande aussi, il y a des aménagements, il y a le système bancaire déjà, il y a les banques qui doivent être, c'est-à-dire il faut développer le moyen de paiement en ligne. Déjà, il faut que des gens aient accès. Déjà, il y a des livres gratuits qui sont présents sur le net et qu'on pourrait avoir facilement. Oui, tout à fait. Mais déjà, il faut aussi que pour que ce soit vraiment un phénomène de consommation de masse, il faut des ordinateurs, il faut des tablettes, il faut des tablettes. Un système bien précis. Voilà. C'est vrai que nous avons connu un grand saut avec le téléphone, le smartphone, déjà qui est un bon outil. Et donc, dans les pays comme l'Afrique du Sud, il y a toute une littérature qui est développée déjà. Avec de la production, des romans qui peuvent être lus. Et évidemment, ça demande toute une écriture. Et ça demande des auteurs qui vont s'adapter aussi. C'est un processus d'adaptation. Est-ce qu'en tant qu'auteur, vous pourrez basculer vers le livre numérique qui coûterait peut-être moins cher que le livre classique ? En tant qu'éditeur, je dirais qu'il y a une différence, c'est vrai. C'est vrai que le livre numérique coûte un peu moins cher, mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de coût. Il y a des coûts. Il y a des coûts qui sont liés à sa conception, il y a des coûts, il y a des frais bancaires, il y a des coûts qui sont liés à sa distribution, à sa promotion aussi. Donc la structure des coûts n'est pas si différente que ça. C'est vrai qu'il y a un léger, globalement c'est 20% en moins. Hein. Non, il ne faut pas croire que le livre numérique sera gratuit. Parce qu'au début, il y a quand même la conception, il y a tout le travail éditorial qui est fait. Là où on gagne, c'est peut-être au niveau de la diffusion et de la distribution qui se passent de façon instantanée. Philippe Pongo ?
Bon, moi je suis d'avis que le numérique de manière générale, c'est un phénomène nouveau chez nous. Et je pense que le monde de l'édition dans nos pays est peut-être un peu pris de court. Okay. Il faut rappeler à nos auditeurs que vous venez de Côte d'Ivoire. Voilà, de Côte d'Ivoire. Je constate de plus en plus dans notre pays, en tout cas en Côte d'Ivoire, la mise sur pied d'outils de vente en ligne. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 5-6 ans. Mais de plus en plus, l'Ivoirien commence à acheter ses baskets, sa télé, ses casseroles de cuisine et tout ça en ligne. Aussi, il faut dire, puisqu'on a parlé de moyens d'achat en ligne, dans tous nos États aujourd'hui, nous avons dans nos poches des cartes Visa. Oui. Nos cartes bancaires sont des cartes Visa. Ce qui normalement permettrait à Philippe Pango en Côte d'Ivoire d'acheter un produit en ligne au Cameroun, ok, et surtout que c'est livré en ligne, ça atterrit dans ma boîte à mail. Donc il n'y a aucun courrier à déplacer pour quoi que ce soit. Je pense que nos maisons d'édition ont besoin de tester, de tester ce système. Parce que je pense, et ça c'est plus l'homme des TIC qui parle, il y a de gros avantages à le faire. Il faudrait peut-être que les différentes maisons d'édition qu'on a se mettent ensemble leur catalogue et créer un catalogue africain du livre numérique. Ça ne va sûrement pas réunir tous les éditeurs, mais ça va leur permettre de tester ce système-là par une seule porte d'entrée et puis faire affaire avec 2 ou 3 sites en ligne ou tout au plus un site de vente en ligne dans chacun des pays. Et ça, en tout cas, les coûts seront moindres. Ils ne seront pas gratuits, ça c'est sûr, mais un livre que vous n'avez pas imprimé et pour lequel aucun bateau n'a dû se rendre en Inde pour imprimer, vous le ramenez encore par conteneur, son coût il est moindre. Il est moindre. La diffusion est en fait à la charge de l'entreprise qui le met en ligne. Parce que celle-ci présente ses produits sur Facebook, sur Yahoo, et sur Twitter. C'est son rôle, sur Twitter les et tout ça. réseaux sociaux. Vous ne faites que proposer un produit et le produit, il est affiché ensuite. Ensuite, maintenant, toutes les questions de partage de profit. Moi, je pense qu'il faut tester ça parce que le numérique, graduellement, est en train de devenir une réalité. Et devenir une réalité de plus en plus avec les jeunes surtout. Et qu'en pensez-vous, monsieur Jean-Claude Nava? Bon, moi, je suis très sceptique. Je suis très sceptique. Je suis peut-être de la vieille école. Mais le livre que je lis, le livre physique et le livre numérique, il s'agit de 2 choses totalement différentes de mon point de vue, d'expériences totalement différentes. Mais il y a une dimension que nous avons tendance à négliger. Si nous disons renforcement du livre numérique, nous disons en même temps affaiblissement, appauvrissement, sinon disparition de l'imprimerie. Des imprimeurs, du papier, bien sûr. Ça veut dire que nous n'aurons plus besoin de... Mais ça coûte cher. Oui, mais et ce n'est pas accessible à tout le monde. La question c'est, est-ce que tout ce qui est faisable devrait être fait? Il y a des coûts sociaux auxquels aussi nous devons nous confronter, de mon point de vue. Donc, mais ce que je voulais dire en attendant, pour parler de la situation présente au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest, d'abord, une petite parenthèse, il est vraiment heureux que de telles rencontres aient lieu parce que, encore une fois, l'Esprit PANAF donne l'occasion de rencontres. Philippe vient de donner une idée que je trouve géniale concernant la publicité en ligne des livres. François vient de me donner une image de difficulté en Afrique centrale, disons, que nous n'avons pas, et ce qui me fait apprécier vraiment cette chance que nous avons. Au Burkina Faso, il me suffit de mettre un carton de livre ce matin dans un bus, et le soir ou le lendemain, il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Bon, peut-être que ça prendra 2 ou 3 jours de plus. Pour nous, ça paraît même évident. Donc, mais ce qui reste posé comme problème, c'est la question du paiement à distance. Moi, je voudrais réagir, répondre aux sceptiques qu'est Jean-Claude. Je vais prendre une analogie. Il y a quelques années chez nous, si vous vouliez transférer de l'argent à quelqu'un, il fallait se rendre à une banque ou dans un bureau de poste en personne et le faire. Aujourd'hui, on le fait à partir de cellulaire. D'un cellulaire à un autre, on paye des factures d'électricité, d'eau et tout ça parce que le mobile banking est devenu une réalité. Pour moi, c'est la même chose. Un jour, on dira, il y a quelques années, pour acheter un livre, il fallait se rendre en librairie.
Mais tôt ou tard, ce temps-là est déjà là, où le même produit dans la librairie classique est offert, mais sous un format différent et un guichet qui lui est différent. C'est une transformation qui est en train de se faire. Ceux qui embarquent là-dedans maintenant vont faire des plus grandes affaires. Ça, c'est un principe de tout business. Celui qui se positionne le premier, il sera le premier à tirer les dividendes de tout cela. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Pour clore le débat, on va finir avec vous, Monsieur François Guimet. Ouais, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je voulais dire que, peut-être pour répondre à Jean-Claude, que je ne crois pas que le livre numérique batte le livre papier. Et comme on a dit, un roman, il passera au numérique, mais j'ai dit c'est une lecture agréable. Donc ce sera très difficile que le roman, tout ce qui est création, passe au numérique. Par contre, les livres techniques, les livres d'apprentissage de ceci, passeront beaucoup plus. Donc moi je me dis, il y a une certaine catégorie de livres qui passera plus facilement au numérique. Mais je me dis, les romans, la lecture plaisir passeront un peu difficilement. De toute façon, c'est mon point de vue, je peux me tromper. Voilà, donc je ne crois pas qu'il faille voir absolument un antagonisme, une confrontation. Les deux systèmes peuvent bien aller de pair. Voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup d'avoir intervenu sur nos ondes. Donc un grand merci à François Nkimé, éditeur et auteur camerounais, Philippe Pongo, auteur de Côte d'Ivoire, et puis Jean-Claude Nabin, qui est éditeur burkinabé. Merci d'avoir participé avec nous dans ce numéro en direct du Salon du Livre d'Alger. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.